Bienvenue à tous pour ce second webinaire Réseau et Normandie. Donc, l'objet de ce webinaire, ça va être la présentation de la seconde partie du travail que Louisa Garnier, notre chargée de mission, a mené durant son stage au sein de Réseau et Normandie l'année dernière. Donc, au premier webinaire, vous étiez déjà nombreux et vous l'êtes d'autant plus pour ce second webinaire. Pour rappel, ils seront retransmis. On vous enverra les liens de replay très prochainement. Et puis, on pourra reparler de la suite à donner à tout cela en fin de webinaire. Eh bien, écoute, Louisa, je te laisse la main. Bonne présentation à tous et à tout à l'heure. Merci Marine. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ce second webinaire, on part sur les chapitres 2 et 3 de mon mémoire de stage qui s'attache à répondre à toutes les politiques, outils et leviers pour intégrer la haie durablement dans les exploitations agricoles. Alors, petit rappel pour ceux qui n'étaient pas présents à la au premier webinaire, Réseau Haie Normandie, c'est une antenne régionale de Réseau Haie France. Donc une antenne qui a été créée en 2020 et qui rassemble aujourd'hui plus de 80 structures adhérentes de plein de structures différentes, collectivités, parcs naturels, entreprises, associations, syndicats de bassins versants, mais aussi des structures d'enseignement agricole, et j'en passe, il y en a beaucoup. L'idée de ce réseau est, donc France et puis en région, c'est de diffuser de l'information, de faire du conseil technique auprès de ces structures adhérentes-là, de sensibiliser et de former, mais aussi de mettre en réseau donc tout ce petit monde. Et on a aussi un aspect projet et recherche. C'est très rapide, mais ce webinaire va être très dense. On va voir dans un premier temps quels sont les programmes politiques et outils en faveur de la haie et du bocage que j'ai pu étudier pendant ces 6 mois. On verra ensuite les défis et les opportunités qui sont liés à ces dispositifs et on ira en particulier voir l'avis des acteurs du territoire. Et puis enfin, on fera une dernière partie sur les pistes d'amélioration et vers quoi il faudrait aller pour intégrer durablement le bocage en agriculture. Petit rappel donc du dernier webinaire, je vous ai laissé sur cette question, le bocage normand est-il en péril? Et la réponse que je vous avais proposée n'était pas très optimiste. D'une part parce qu'on a 70 des haies qui ont disparu depuis les années 50, avec un doublement une intensification de cette disparition dans les 10 dernières années, avec des pressions agricoles, donc de recomposition foncière et d'intensification de mécanisation qui persistent. Malgré tout, petit point d'espoir, on a une reconnaissance des rôles écologiques, économiques et culturels des haies de la part de l'ensemble des territoires, des acteurs du territoire. Et puis, on a aussi tout ce millefeuille réglementaire et cette multiplication de dispositifs qui vient essayer d'endiguer le phénomène de disparition. La grande question de la fin de cette première partie de stage, ça a été, eh bien, on a tout ce millefeuille réglementaire et cette multiplication de dispositifs, et pour autant, les haies continuent de disparaître à un rythme qui se veut inquiétant. Est-ce que le problème vient de ces dispositifs-là? On va essayer de répondre à cette question ensemble. Alors, quel dispositif j'ai été voir? Je me suis concentrée sur les dispositifs actuels en essayant de chercher à comprendre s'ils étaient en adéquation avec les attentes des acteurs du territoire. J'ai pas pu faire une étude exhaustive de l'ensemble des dispositifs, il y en a beaucoup trop, et en 6 mois, c'était pas possible. Donc je suis allée voir 4 types de dispositifs différents. Donc d'une part, un programme, le Pacte en faveur de la haie, qui a été mis en place en septembre 2023. Une politique publique, politique européenne et nationale, donc la politique agricole commune, la PAC. Et puis 2 outils qui sont complémentaires et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. L'outil plan de gestion durable de la haie et le label haie. Alors dans ma question, il y a 2 éléments. D'une part, les dispositifs actuels et puis les acteurs du territoire. Ça me paraissait très intéressant d'aller voir ceux qui étaient concernés par ces dispositifs-là. Donc, je me suis attaquée à 3 groupes d'acteurs différents. D'une part, les services de l'État et les représentants des dispositifs, pour lesquels j'ai fait des entretiens semi-directifs. Donc, des entretiens avec des questions, mais plutôt sous forme de discussion que de réelles questions. J'ai vu 4 structures différentes.
les DDTM, donc Direction départementale des territoires et de la mer, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DRAF. Pour l'outil PGDH, je suis allée voir les formateurs de cet outil. Et puis pour le label A, j'ai été voir Réseau et France et Réseau et Normandie, donc ma structure accueillante, pour répondre aux questions. Ces services de l'État-là, ils sont intéressants parce que ce sont eux qui conçoivent et qui mettent en œuvre ces dispositifs. Donc, ils sont vraiment en haut de la chaîne alimentaire des dispositifs. Tout à côté, en fait, j'ai aussi été voir les agriculteurs puisque ça me paraissait essentiel puisque ce sont eux qui sont les bénéficiaires de ces dispositifs-là et les premiers concernés par ce qu'on met en place sur le territoire. Là, j'ai essayé de contacter 40 agriculteurs sur l'ensemble de la région Normandie, donc ex-Haute et ex-Basse Normandie. Et seulement 8 agriculteurs ont répondu positivement pour avoir une discussion avec moi, dont un seul céréaliculteur. Je ne vais pas déborder un petit peu sur le profil des agriculteurs. Si ça vous intéresse, vous aurez également mon mémoire de stage qui va vous être envoyé pour avoir un peu plus de détails. Mais voilà, le profil agriculteur conditionne parfois, en tout cas ce qu'on entend beaucoup, c'est que les agriculteurs sont un peu moins familiers des haies que ceux qui sont en élevage, qui ont plus tendance à être sensibles à cette haies-là. Donc voilà, 8 agriculteurs, un céréaliculteur. Et puis enfin, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille voir les intermédiaires, les techniciens du territoire, qui eux m'ont permis d'avoir un éclairage sur les dynamiques techniques et opérationnelles du territoire. Donc j'ai envoyé 32 questionnaires, parce que là non plus, c'était pas possible de m'entretenir avec tout le monde. Donc 32 questionnaires sur l'ensemble de la Normandie, et j'ai eu 13 réponses de la part de plusieurs types de structures, des collectivités d'une part, mais aussi des parcs naturels régionaux, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc c'est ceux qui sont les distributeurs de bois, et puis des associations. Et à tout ce monde-là, j'ai demandé quelles étaient un petit peu les forces, les faiblesses de chacun des outils, qu'est-ce qui pouvait menacer leur pérennité, et puis quelles étaient les opportunités pour les améliorer. Alors, on parle des dispositifs, mais je vous les ai pas présentés et je sais que parmi vous, il y en a qui sont peut-être moins familiers avec ces dispositifs-là. Donc je vais prendre un petit moment pour vous les présenter et pour vous expliquer un petit peu quel est le lien entre le dispositif et la haie. Parce que on a des dispositifs globaux, notamment ici la politique agricole commune, qui ne gère pas que la question de la haie. Alors la politique agricole commune, c'est une politique très ancienne. De mémoire, ça doit être 1962 le lancement de cette politique-là, et ça fonctionne sur cycle de programmation de 7 ans. Le dernier cycle de programmation, c'est celui 2023-2027, donc très récent, qui est vu par l'État comme un véritable tournant de cette politique-là, avec comme justification de tournant le fait qu'on renforce le rôle de l'agriculture dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. C'est ce qu'on a appelé le verdissement de la PAC. Alors, quelles sont les nouveautés de cette programmation? D'une part, il va y avoir les éco-régimes, j'en parlerai juste après, je vais vous les présenter, et puis un renforcement de la conditionnalité. On va exiger de plus en plus de choses en matière de préservation des sols, de l'eau et aussi de la biodiversité. Parmi eux, la préservation de la haie. Conditionnalité, c'est si vous respectez les exigences, alors il y aura paiement. Concernant la haie plus particulièrement, quelles sont les obligations de la PAC? D'une part, déclaration obligatoire pour tous les gestionnaires de l'ensemble des haies et des autres surfaces non agricoles. Autres surfaces non agricoles, ça va être les bosquets, les mares, les arbres alignés, qui ne sont pas la même chose que les haies, on a parlé en premier webinaire. Et puis surtout, l'obligation de maintien de ces éléments au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales. Si je ne me trompe pas, 8 parce qu'il y en a plusieurs. Et donc il y a aussi tout un dispositif réglementaire autour des haies vis-à-vis de la politique agricole commune que vous connaissez sûrement, et notamment tout ce qui est interdiction de taille sur la période de nidification des oiseaux. Alors concernant la valorisation directe des haies, qu'est-ce qu'on a comme aide? Comment la PAC aide les agriculteurs à maintenir leurs haies? Je vous ai parlé des écorégimes. Les écorégimes, en fait, c'est lorsque l'agriculteur va faire sa déclaration PAC, il a possibilité de choisir 3
trois voies de valorisation de son exploitation. Soit il peut valoriser les pratiques, soit il peut valoriser le fait d'être certifié, un agriculteur en bio par exemple, soit valoriser toutes les infrastructures agroécologiques, les IAE, qui sont sur son exploitation. Ça, c'est au choix. On fait un seul qui doit être choisi. Pour ce qui est des infrastructures agroécologiques, si l'agriculteur respecte la condition de 7% de son exploitation totale qui est une infrastructure agroécologique, donc 4% sur terre arable. Alors, la différence entre terre arable et pas arable, pour faire simple, les terres arables, c'est les terres qu'on va cultiver, le blé, le maïs, par exemple. Et puis les terres non arables, ça va plutôt être les prairies. Hein, ça bouge pas beaucoup. Si cet agriculteur-là respecte ces conditions, alors il a le droit à une rémunération de 60 € par hectare de sa surface agricole. Ça, c'est la première façon de valoriser ces haies, puisque parmi les IAE, il y a les haies, mais pas que. On a aussi la possibilité de valoriser les haies via la PAC par rapport au bonus haies. Bonus haies, pareil, une nouveauté de cette programmation, qui est donc si l'agriculteur respecte 6% de sa surface agricole uniquement en terre arable qui est concernée par de la haie, et un engagement dans la démarche label que je vais vous présenter juste après, dans ce cas, il aura droit à une rémunération de 7 € par hectare de SAU. Attention, 7 €, enfin tous les prix là et ce que je vous présente là, c'était valable au moment de mon stage, c'est-à-dire milieu 2024. Il y a eu des modifications puisque la politique agricole commune est régulièrement modifiée. Je vous en parlerai juste après, mais 7 €, gardez ça en tête au moment de mon stage, c'était 7 € de l'hectare de SAU. Ce bonus A, il est cumulable uniquement si l'agriculteur choisit la voie 1 des pratiques ou la voie 2 de la certification. Le principe des politiques publiques et des subventions, c'est qu'on ne paye jamais deux fois pour la même chose. Autrement dit, si on valorise les IAE dans les écorégimes, dans ce cas, on ne va pas payer non plus pour le bonus A. C'est soit l'un, soit l'autre. Et puis, on a une troisième possibilité, ça va être le développement via le pilier numéro 2, le développement rural, via les MAEC, mesures agri-environnementales et climatiques, qui sont là des contrats qui peuvent être passés avec l'agriculteur s'il y a une MAEC sur le territoire, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si elle existe et qu'elle concerne les haies, là pour le sujet qui nous intéresse, l'agriculteur peut contractualiser sur 5 ans. Et plus les obligations qu'il met dans son contrat sont ambitieuses, et plus les montants vont être élevés. Et donc, j'ai un exemple là pour l'heure où il y a possibilité d'une MAEC à 800 € par hectare et par an, qui est plafonné à 16 000 €, soit environ 2 € du mètre linéaire. Ça encore, c'est pas cumulable avec le bonus haie. Voilà pour ce qui est de la valorisation économique de la haie sur la politique agricole commune. Alors, je vous ai parlé du fait que mon stage s'est déroulé en 2024. Donc, en 2024, 7 € de bonus haie. C'est passé à 20 € l'hectare début 2025, ce qui a été très attendu par les agriculteurs et le monde de l'agroécologie. Si ça vous intéresse tout ça, je vous invite à voir le webinaire qui est disponible sur le site de Réseau et France. Donc, vous aurez les supports aussi, donc vous pourrez copier-coller le lien pour aller voir ce webinaire-là. Mais c'était important puisque la plus grande critique qui a été faite par les acteurs du territoire sur la politique agricole commune, c'était ce manque de rémunération lié aux 7 € du bonus haie qui a été vu comme trop faible. Et on en reparlera juste après. Alors, pour ce qui est du pacte en faveur de la haie, le pacte en faveur de la haie, lui, c'est un programme qui a été mis en œuvre en septembre 2023 à l'initiative de 2 ministères, celui de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et celui de la transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est un programme qui est construit en 6 axes d'action, qui se déclinent en plusieurs mesures et qui sont déclinables localement donc, dans les territoires par les DRAF, Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. L'objectif national de ce pacte, c'est la plantation de 50 000 km de haies d'ici à la fin 2030. Pour ce qui est de la Normandie en particulier, puisque c'est déclinable localement, on va avoir en 2024, en tout cas, l'ambition était de 320 km de haies plantées, avec un budget de 6,9 millions d'euros. Toujours début 2024. Sachant que je ne l'ai pas dit, mais le budget initial du pacte en faveur de la haie à l'échelle nationale, c'était 110 millions d'euros. Je dis c'était parce qu'il a été revu à la baisse.
Pour la Normandie, on a 2 appels à projets différents. Un appel à projet investissement qui va permettre le financement de plantations, de regarnissage de haies, mais aussi la possibilité de financer des plans de gestion durable, que je vais vous présenter juste après. Et puis un second appel à projet animation, qui là permet des formations, mais aussi le financement de postes à plein temps. Par exemple, Réseau Normandie est bénéficiaire de ce dispositif. Justement, qui sont les bénéficiaires potentiels de ce dispositif-là? D'une part, les agriculteurs qui peuvent financer leur projet de plantation, ou financer un plan de gestion durable, par exemple. Les établissements d'enseignement agricole qui eux aussi ont une exploitation en fait à disposition des apprenants et qui font des déclarations de PAC. Et puis ça peut être aussi les structures collectives, des collectivités ou des associations qui peuvent proposer par exemple aux agriculteurs des contrats clés en main pour la plantation par exemple de haies sur leur exploitation. Alors justement, je vous ai dit, il était possible de financer des outils plan de gestion durable des haies au sein du pacte en faveur de la haie. Alors qu'est-ce que cet outil PGDH? Il vient tout d'abord du plan de développement de l'agroforesterie, de 2015 qui avait pour ambition d'établir un référentiel commun pour la gestion durable des systèmes agroforestiers. Et donc il y a eu une négociation pendant plusieurs années entre la chambre d'agriculture et Réseau et France, qui ont abouti en 2019 à la création de cet outil-là, plan de gestion durable des haies, donc un référentiel commun. Cet outil plan de gestion durable des haies, c'est un outil de planification et de gestion qui est uniquement à destination des agriculteurs. Il n'est pas transposable aux collectivités pour des raisons d'échelle. Vous allez le voir, hein, c'est vraiment un outil très exhaustif et qui demande beaucoup de temps. Donc l'échelle de la collectivité étant large, il est difficile de mettre en place un plan de gestion. Donc uniquement pour les agriculteurs. Quelle information le plan de gestion durable donne à ces agriculteurs-là sur les haies? D'une part, on va connaître l'état des haies, toutes les haies, puisqu'elles doivent toutes être prises en compte. Il n'y a pas que les haies d'ailleurs qui sont prises en compte dans cet outil plan de gestion durable, hein. Vont être analysés également tout ce qui est arbres alignés au sens de la politique agricole commune, tout ce qui est lisière forestière, mais aussi bosquets de moins de 50 arts, donc petits bosquets. Tout ça, on va connaître l'état de chacun de ces boisements. On va aussi connaître leur composition, par exemple en termes d'essence, quelles essences composent les haies. On va connaître aussi la biodiversité qui est potentiellement accueillie dans chacune des haies. Et puis, on va aussi avoir une programmation des travaux et toutes les manières de valoriser chacune des haies. Avec, en fin de plan de gestion, un classement des haies par priorité de gestion, du plus urgent au moins urgent. Toutes ces données-là, de qualité des haies, elles sont transmises, et centralisées via le dispositif de suivi local de l'IGN, qui normalement est consultable à tout un chacun, donc des données publiques. Le plan de gestion durable des haies, il coûte entre 1 200 et 3 000 €. Ça va dépendre surtout de la proportion, de linéaire de haies sur l'exploitation. Plus on a de haies, plus on a de temps à passer, plus c'est cher. Mais il est totalement finançable, via le pacte en faveur de la haie. Et ce plan de gestion durable, il est valable sur 15 ans. Heu, Là, c'est vrai pour la Normandie, puisque le cycle, de gestion de la haie est de 15 ans en Normandie. Alors ce plan de gestion durable des haies, il est intimement lié au label haie, puisque une fois rentré dans la démarche de label, le gestionnaire a pour obligation dans les 6 ans, de réaliser un plan de gestion durable. C'est pour ça que je me suis aussi attachée à aller voir un petit peu comment fonctionnait ce label haie-là. Le label haie, c'est une dynamique qui a été initiée dans le Grand Ouest, donc Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, par des agriculteurs, pour des agriculteurs et en collaboration avec des structures de valorisation du bois, les fameuses sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc d'une part, on avait les agriculteurs autour de la table, mais aussi Bocage pour la Bretagne, Mayenne Bois Énergie pour les Pays de la Loire, et puis Bois Bocage Énergie pour la Normandie. Et tout ça, ça a été, donc il y a eu beaucoup de discussions et sont ressortis de ces discussions-là 2 cahiers des charges distincts. Un cahier des charges pour le gestionnaire de la haie, l'agriculteur en particulier, et puis un cahier des charges pour le distributeur de bois. Et donc le label haie a été lancé officiellement en 2019. Donc c'est assez récent comme labellisation. Alors comment ça fonctionne pour le gestionnaire, pour l'agriculteur lui-même? Hem
il y a 3 haies qui vont être auditées. Donc, il y aura un technicien habilité à faire ce label-là qui va passer sur les haies de l'exploitant, en choisir 3, et valider les techniques de gestion de l'agriculteur, voir s'il peut rentrer ou non dans le label, et puis une fois qu'il est dedans, s'il peut progresser sur les paliers. C'est bien un indicateur d'évaluation par palier de progression qui se fait sur une période de 10 ans et en 3 niveaux. D'une part, on regarde si l'agriculteur respecte des critères indispensables de gestion durable. Ensuite, on va essayer de l'amener à s'améliorer sur ses pratiques. Et enfin, il y a ce palier de perfectionnement où là, la gestion durable est optimale. Le label est, pour l'instant, il y a une version 0 actuellement, mais il va être retravaillé et vous avez une version 1 qui va être proposée dans les mois à venir. Donc, ce que je dis là maintenant risque d'être caduc dans quelques mois. Alors, l'agriculteur, il peut se lancer dans la labellisation soit en individuel, lui tout seul essaye d'obtenir le label ou a le label, soit il peut se lancer via une organisation collective de gestionnaires, ce qu'on appelle une OCG. Et donc là, c'est un regroupement d'agriculteurs qui vont ensemble faire cette démarche de labellisation-là. Je rentre pas dans les détails, hein, c'est vraiment c'est toute une formation à part. Alors, qu'en pensent les acteurs du territoire? Là, je vous ai présenté un petit peu comment fonctionnait chacun des outils, comment ils prenaient en compte la haie. Et puis, bah, je suis allée voir des acteurs et je leur ai dit: «Est-ce que pour vous ça fonctionne? Pourquoi les haies disparaissent? Est-ce que c'est lié, à chacun de ces outils-là? Quels sont, les points positifs et les points négatifs de chacun des outils?» Alors si on reprend, et là ça risque d'être un petit peu, faut s'accrocher un peu dans mes diapos, mais je vais essayer d'être la plus concise et claire possible. Pour la politique agricole commune, ce qui fait sens pour chacun des acteurs interrogés, c'est la possibilité de valoriser de multiples façons la haie. Soit via les écorégimes, soit via le bonus haie, soit via les MAEC. Donc différentes possibilités d'aller valoriser sa haie, ça c'est intéressant. Pour les services de l'État et pour, les techniciens en bocage, il y a aussi tout ce qui est déclaration obligatoire des haies et contrôle, qui sont vus comme des garde-fous essentiels pour la pérennité, des haies d'une exploitation. Mais ça dépend de la bonne modélisation, des haies en amont. Je vous renvoie au premier webinaire que nous avons fait. Et puis la PAC permet aussi d'une certaine manière, selon les services de l'État, de sensibiliser les agriculteurs, via le verdissement progressif de la haie, de la PAC sur la haie. Par contre, beaucoup de critiques ont été faites à propos de la politique agricole commune. D'une part, le fait qu'elle manque un petit peu d'ambition. Certes, il y a un verdissement, c'est pas encore c'est pas encore optimal pour pouvoir, prétendre à une gestion durable de la haie. Et puis, on a aussi le fait que la compensation, elle se fait uniquement au 1 pour 1. C'est-à-dire, j'arrache 1 kilomètre de haie, c'est tout à fait possible, hein, c'est légal de faire ça. J'arrache 1 kilomètre de haie, je dois replanter 1 kilomètre de haie. Alors, cette compensation au 1 pour 1, elle est vraie pour la politique agricole commune, mais il y a plein d'autres coefficients de compensation qui entrent en jeu et qui sont à prendre en compte. Ce qui a amené tous les acteurs du territoire à dire que la politique agricole commune, c'était quand même, d'un point de vue administratif, assez complexe. Sur cette question-là, il y a des choses qui sont faites et qui sont proposées, et notamment le guichet unique haie. Je vous en reparlerai juste après, mais c'est un service de centralisation des demandes qui permet à l'agriculteur de faire une demande unique et d'avoir une réponse unique et globale de tous les services administratifs et étatiques qui vont avoir des choses à lui dire. Ce qui est vu par l'agriculteur aussi au niveau de la PAC, c'est qu'il y a, trop de contrôles, et que certains critères sont parfois injustes ou inatteignables. Là, c'est surtout au niveau du bonus haie qu'a été fait la critique. Par exemple, par le biais d'agriculteurs. Je vous ai dit le bonus haie est uniquement, enfin le pourcentage est uniquement sur terre arable, donc terre cultivée, si je vulgarise. Hem, mais pour les agriculteurs qui uniquement en système donc uniquement avec des prairies, là, pour eux, le critère est injuste puisqu'ils ne peuvent pas obtenir ce fameux bonus haie. Et puis parfois les aides, elles sont insuffisantes, ça je vous l'ai expliqué aussi. À l'époque du stage, on était à 7 € de l'hectare, ce qui était vu, et là je cite les acteurs, comme ridicule, vis-à-vis des contraintes, qu'impose la haie. Et puis aussi, il y a cette absence de typologie qui a été vue par chacun des acteurs, ça c'était vraiment intéressant. Sur le fait qu'une haie, qu'elle soit une haie taillée, au carré, une haie basse, une haie, dépérissante ou une haie, multistratifiée, très, très large,
tout ça, ça a la même valeur d'un point de vue administratif, ce qu'on appelle une unité administrative. Donc, toutes les haies ont la même valeur, peu importe leur qualité au niveau de la PAC. Pour ce qui est du pacte en faveur de la haie, il est assez méconnu, ce qui fait que quand j'ai rencontré les 8 agriculteurs, ce qui est très peu aussi, hein, je n'ai pas eu de retour là-dessus de leur part, puisqu'ils ne connaissaient pas le pacte en faveur de la haie. Par contre, du point de vue des techniciens et des services de l'État, on a l'idée que ce pacte en faveur de la haie, il est très intégrateur, puisqu'on prend en compte l'intégralité de la filière de la haie, donc de sa plantation jusqu'à sa valorisation. Il y a plein de choses qui sont possibles via le pacte, des formations, du plan de gestion, de la plantation, voilà, beaucoup de choses. Il a aussi des objectifs très ambitieux, à l'origine 110 millions d'euros, mais aussi 50 000 km de haies d'ici 2030 en objectif. Donc vraiment, voilà, quelque chose d'assez ambitieux vis-à-vis de tous les programmes qu'on a eus actuellement, avec un budget conséquent, donc ce que je disais. Et puis, il est possible aussi de rentrer en synergie avec d'autres dispositifs. Ce pacte en faveur de la haie, il ne gère pas du tout ce qui est filière de valorisation proprement dite de la haie, mais du coup, il est en synergie avec l'appel à projet qui est proposé par l'ADEME sur le développement de filières de valorisation et notamment de bois énergie. Pour autant, alors à l'époque, on était encore à 110 millions d'euros sur le budget du pacte, mais il y avait cette épée de Damoclès des restrictions budgétaires qui planaient au-dessus du pacte, et ça avait été formulé par les techniciens et par les services de l'État en disant attention, il est possible qu'il y ait des restrictions budgétaires. Ça a été fait. Il y a aussi une certaine méconnaissance, une certaine opacité qui a été dite de la part des techniciens qui ne prenaient pas forcément, qui ne voyaient pas forcément toutes les possibilités liées au pacte en faveur de la haie. L'idée aussi que ce programme, il est temporaire. Pour l'instant, il existe, mais il est fort probable, j'espère pas, mais il est possible qu'un jour il disparaisse et qu'il s'arrête. Donc ça, c'est aussi une menace qui pourrait peser sur le pacte en faveur de la haie. Et puis, parfois, certains critères étaient vus par les techniciens comme trop complexes. Pour autant, si je ne m'abuse, pour 2024, l'intégralité de l'enveloppe destinée au territoire de la Normandie a été consommée. Ce qui veut dire qu'il est quand même suffisamment connu pour avoir été développé dans son intégralité. Pour ce qui est du plan de gestion durable de la haie, ce qui ressort beaucoup de mes entretiens, c'est que c'est un outil sur le long terme, 15 ans, qui permet l'amélioration des pratiques de l'exploitant, puisqu'il va y avoir des conseils de gestion pour améliorer l'état des haies, avec la possibilité de programmer les travaux. Ça, c'est intéressant pour l'agriculteur aussi. Les données vont être partagées. Il est aussi très exhaustif. Il y a énormément de critères sur ce plan de gestion durable là, ce qui est aussi un aspect négatif, on le verra derrière, ce qui peut d'ailleurs. Exhaustif, on va avoir plein de critères sur la composition, sur l'état, sur la biodiversité, sur la possibilité de valoriser, voilà, un ensemble, toute une myriade de critères. Il est finançable, ça c'est vraiment chouette, ça a été le point positif le plus récurrent de mes entretiens, finançable par le pacte notamment. Et puis il va améliorer les connaissances, si on prend d'un point de vue global comment fonctionne le PGDH. Par contre, c'est un outil qui peut être long et coûteux. Alors, je vous ai dit, il est financé, et là, je vous dis, il est coûteux. Il est coûteux parce que la formation à l'outil PGDH pour former les techniciens, elle est coûteuse. 915 € si je ne me trompe pas, ce qui peut être difficilement supportable pour des toutes petites structures. Et puis, il est surtout très long à faire, puisqu'un plan de gestion durable, en moyenne, c'est 1 semaine passée sur l'exploitation. Plus ou moins, ça va dépendre de la densité de haies et de la taille de l'exploitation. Mais 1 semaine de travail à consacrer sur une exploitation, ça peut être assez long. Long aussi parce qu'il y a une surcharge d'informations ou une exhaustivité. Ça dépend de la manière dont on le voit. Mais voilà, il y a énormément de choses à voir, donc long. Et puis parfois un peu trop surchargé, un document qui peut être important et parfois du coup pas forcément lu par l'agriculteur pour lequel il a été fait. Certains indicateurs vont être délicats. Là, c'est au niveau de la formation dont on m'a parlé de ça, avec la possibilité que, par exemple, il y a un indicateur de terrier, donc par exemple de lapin,
terrier à lapin dans les talus, qui conditionne la biodiversité potentielle, la note en tout cas qui va être attribuée à la haie, parfois en fonction de la saison, ne sont pas forcément visibles. Si on a plein d'herbes qui vient cacher l'entrée du terrier, on va pas forcément le voir. Par contre, en hiver, quand il y a quasiment plus d'herbe, ben, on voit bien. Donc voilà, ça peut être un petit peu délicat parfois, mais sans pour autant que ce soit un vrai aspect négatif de cet outil. Et puis, il peut être aussi inadapté aux priorités agricoles. On l'a dit, il y a un calendrier et un état d'urgence sur les différentes haies, donc ce qui est prioritaire ou non prioritaire en termes de gestion. Puis parfois, ça correspond pas, ça colle pas vraiment au calendrier que l'agriculteur il s'est fait de son territoire. Par exemple, il va aller sur une haie. Pourquoi il va aller sur cette haie-là? Bah, parce que juste à côté, il a une clôture qu'il doit refaire. Donc, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Et ça, c'est pas forcément adapté au calendrier du plan de gestion durable. Un point que j'ai mis un petit peu de côté, c'est la non-opposabilité du plan de gestion. Non-opposabilité parce qu'une fois qu'il est fait, rien n'oblige l'agriculteur à suivre les recommandations de ce plan de gestion-là. Ça peut être intéressant dans le sens où, vu qu'il n'y a pas d'obligation, l'agriculteur va se dire, bah voilà, c'est un contrôle de moins, une obligation de moins, ça m'intéresse. Et en même temps, ça peut être un aspect négatif dans le sens où, bah voilà, il est possible que l'agriculteur ne suive pas ce plan de gestion durable là. Donc voilà, un petit peu entre les deux, entre le positif et le négatif. Enfin, pour ce qui est du label, ce qui est beaucoup apprécié sur le label haie, c'est la qualité du suivi. Le fait que ce soit objectif, on va aller regarder 3 haies de l'exploitant dans les 5 dernières années de gestion de ces haies-là pour aller voir un petit peu quelle pratique il en fait. C'est aussi graduel, on a un palier de progression sur 3 ans. Il est clair, il est précis. C'est un label qui est très schématisé, il y a beaucoup de dessins, encore plus dans la version qui va venir. Il est aussi rémunérateur, puisqu'une fois que l'agriculteur est engagé dans une démarche, s'il valorise ses s'il les vend, il va avoir possiblement un prix d'achat un peu plus intéressant que du bois non labellisé. Et puis surtout et avant tout, il apporte une reconnaissance du travail de l'agriculteur. Par contre, il est vu comme assez méconnu, donc il y aurait besoin, de développer un petit peu plus les labels, ce qui est en train de se faire, notamment via tous les appels à projets. Je pense à l'appel à projet de l'ADEME sur le développement des filières de bois, par exemple, qui vraiment engage cette dynamique encore plus fortement. Parfois, il peut être vu comme sous-rémunérateur. Je vous ai dit, on peut payer un petit peu plus à l'agriculteur s'il est labellisé. Parfois, la différence entre bois labellisé et bois non labellisé, elle est pas si grande que ça. Et puis parfois, il peut être vu comme trop exigeant. Il y a beaucoup de critères, on va jusqu'aux critères de perfectionnement, mais c'est vraiment indispensable pour garantir la gestion durable. Il y a aussi l'idée, là, c'est les services de l'État qui l'ont fait remonter ça, que la certification, elle est payante. Donc l'agriculteur, pour valoriser ses pratiques, doit payer la certification. Là encore, il y a des astuces via les organisations collectives de gestionnaires. En fonction de comment fonctionne cette OCG-là, il y a moyen pour le gestionnaire d'avoir un coût de labellisation de 0 €. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. En tout cas, voilà pour ce qui est de ce que voilà, de ce qu'ont dit les acteurs du territoire sur ces différents outils-là. Si on fait un petit peu une synthèse de tous les freins et les leviers qui sont communs au dispositif pour aller chercher un petit peu les leviers sur lesquels s'appuyer, on a d'une part la nécessité d'accompagner techniquement et d'un point de vue administratif les gestionnaires. Tout ce qui est clé en main, comme ce qui peut être proposé dans le pacte de la haie, c'est fortement apprécié des agriculteurs qui se déchargent de tout cet aspect administratif. Attention donc à la multiplication des démarches qui sont vues comme délétères pour la pérennisation des haies, puisque un gestionnaire peut décider de ne pas s'engager dans certaines démarches parce que c'est trop lourd, il y a trop de choses à faire. Là encore, il y a des astuces, il y a des choses qui existent et notamment ce fameux guichet unique de la haie qui va centraliser les démarches et permettre du coup de réduire cette multiplication, de démarches à faire et à apporter. Il y a la question aussi du financement. Alors pour beaucoup de plantations sont financées soit à 100 soit à hauteur de 80. C'est un soutien qui est absolument essentiel puisqu'il permet, à tout gestionnaire de mettre le pied à l'étrier. Pour autant, il faut que ça reste, à mon avis, des aides ponctuelles.
C'est-à-dire, on ne peut pas vivre ad vitam aeternam sur des financements et des subventions, parce que ça peut avoir un effet délétère sur l'implication du bénéficiaire lui-même. Ce qui implique, derrière, de trouver des filières de valorisation qui vont pouvoir prendre le relais de ces subventions-là. Très intéressant aussi et très important, informer et former sur les dispositifs. On a vu, il y a plusieurs dispositifs qui ont été jugés assez méconnus. Donc il faut aller informer les acteurs du territoire, les agriculteurs, mais aussi les agents publics, les agents et les techniciens, techniciens des routes, techniciens des CUMA, pour le monde agricole, par exemple. Voilà. Énormément de choses à faire, énormément d'acteurs à aller voir, informer sur ce qui se fait, former aux différents dispositifs, former aux outils, pour que tout le monde ait connaissance du terreau fertile sur lesquels sont les haies aujourd'hui. Et puis, un suivi des dispositifs qui est nécessaire, à la fois quantitatif et qualitatif. Et il faut qu'il soit suffisant. D'un point de vue quantitatif, c'est assez, voilà, on sait à peu près combien il y a de haies, on sait à peu près où elles sont. Par contre, d'un point de vue qualitatif, on ne sait pas encore très bien. Ça arrive avec les plans de gestion durable qui sont mis en place et les données qui sont centralisées et transmises, mais ça reste encore un petit peu balbutiant. Alors, comment on fait pour aller vers une intégration durable des haies? On a vu, on a des dispositifs, ils ont tous leurs points forts et leurs points faibles. Il y a des choses sur lesquelles il faut s'appuyer et des choses qu'il faut renforcer. Et puis, il y a des choses vers lesquelles il faut aller, à mon avis, un petit peu plus. D'une part, il faut qu'on pose réellement un cadre pour l'action, en élaborant des définitions qui soient consensuelles et contextuelles. Quand on a fait le premier webinaire ensemble, on a vu que la notion de haie, la notion de bocage, c'était encore assez flou. Il y avait plein de choses, plein de définitions. Voilà, l'idée, ce serait que de mettre tous les acteurs autour de la table et de se dire, pour ce territoire, qu'est-ce que la haie, qu'est-ce que le bocage? Qu'est-ce qu'on met aussi derrière le mot entretien? Parce que quand on parle d'entretien, tout le monde ne parle pas finalement de la même chose. Ça, je m'en suis rendu compte aussi via mes entretiens avec les acteurs. Il y a aussi, et tant qu'on est sur les mots, la nécessité d'opérer un basculement sémantique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'aide pour les agriculteurs. On les aide, on leur donne des aides pour planter, pour gérer, etc. Cette notion d'aide, selon moi, derrière, on entend dépendance et contrainte. Quand vous avez une aide de vie et que vous êtes vieux, c'est que vous êtes dépendant et que vous avez plein de contraintes dans votre environnement qui fait que vous avez besoin de quelqu'un. Ça, c'est une vision assez négative, en fait, de ce qu'on fait sur le territoire et à mon avis, il vaudrait mieux parler de rémunération plutôt que d'aide. Puisque quand on est rémunéré, il y a cette idée de réciprocité et d'autonomie du gestionnaire. Je fais quelque chose et pour ce quelque chose, je suis rémunéré, je suis reconnu. Donc ça, c'est important à garder en tête, essayer de plus trop parler d'aide, mais plutôt de rémunération. Et puis au moment de mon stage, il y avait cette grande question de la gestion durable. Il existe plein de référentiels de gestion durable, hein, le référentiel pour le label bas carbone, mais aussi pour le label haie. Mais il n'y a pas de définition, et notamment juridique, de ce que c'était que la gestion durable. À l'époque, je vous en reparle juste après. La gestion durable, j'en ai trouvé une définition dans le label bas carbone qui dit que la gestion durable, ça respecte le cycle de la haie. OK, cycle de la haie, mais le cycle biologique de la haie, c'est-à-dire une haie, ça vit plusieurs dizaines d'années. Ou est-ce que c'est le cycle de valorisation de la haie qu'on entend dans cette définition? Et dans ce cas, il est de 15 ans pour la Normandie. Ça, on ne sait pas. La gestion durable assure aussi le renouvellement, la régénération au cours du temps, évite la surexploitation et les pratiques dégradantes. OK, pratiques dégradantes, mais qu'est-ce qu'on appelle une pratique dégradante? Là encore, il n'y a pas de définition. Il y a un référentiel, mais pas la définition qui doit précéder. Et puis, quand on parle de gestion, est-ce que dans gestion, on entend aussi non-intervention? Est-ce que le fait de laisser la haie faire d'elle-même, c'est déjà de la gestion ou ça n'en est pas? Là encore, pas de réponse. Un premier élément de réponse est apparu à la suite du stage, une fois que j'avais terminé, avec cet article L412-21 du Code de l'environnement, qui dit que la gestion durable, c'est le maintien de la multifonctionnalité dans l'espace et dans le temps, des définitions très larges, hein, mais qui permet de comprendre un ensemble de choses. Voilà, c'est le premier élément de réponse pour lever cette ambiguïté conceptuelle. Alors, il y a d'autres choses qui sont faites sur le territoire pour les définitions notamment. Et là, je vais vous parler du guichet unique. Donc, guichet unique, cette entité qui permet de centraliser les démarches pour les agriculteurs et de leur donner une réponse unique. Eh bien, ce guichet unique, qui est une collaboration en fait des services de l'État, il est en train de travailler à la production de fiches haies
dans le cadre de ce guichet-là, pour définir plein d'aspects liés au bocage, mais de manière conjointe. Donc avec l'Office français de la biodiversité, mais aussi l'ADREAL et la DDTM. Tous ces documents de travail, par exemple, vous en avez un exemple à côté, sur la méthode de calcul du coefficient de compensation, il est relu par Réseau et Normandie. Attention toutefois, et si vous avez suivi le webinaire de Réseau et France d'hier soir sur l'évolution de la loi, la LOA, il y a un outil national qui va bientôt être opérationnel, et donc il y a des adaptations qui sont à prévoir sur ces fiches-là. Mais voilà, il y a déjà du travail, il y a du travail qui est engagé sur une élaboration de définition consensuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? On l'a dit, établir un diagnostic quantitatif et qualitatif des... Quantitatif, ça fonctionne plutôt bien. Qualitatif, c'est encore balbutiant. Il faudrait que notre diagnostic il soit aussi en interaction avec différentes caractéristiques territoriales. Aller faire un diagnostic de paysage, un diagnostic agricole, un diagnostic des contextes socio-économiques, puisque tout ça influence les haies. Et ça doit se faire à toutes les échelles. Ces caractéristiques, elles sont différentes si on regarde à la loupe l'exploitation ou si on décentre le regard et qu'on voit ça sur le bassin versant, par exemple. Donc, un diagnostic multi-échelle et multicritère. Il faudrait aussi instaurer des mécanismes de régulation. Par exemple, encadrer des remaniements fonciers. Dans la Manche, on a plein de petites parcelles qui sont les unes à côté des autres, qui font moins d'1 hectare, et on a beaucoup d'agriculteurs qui souhaiteraient agrandir ces parcelles-là pour pouvoir les exploiter, plus facilement en tout cas. Ce remaniement foncier-là, il se fera avec ou sans nous, ça c'est mon avis personnel, et il va falloir les encadrer. Il y a des choses qui existent, et notamment l'INRAE qui a défini une taille optimum de parcelle qui permet cet équilibre entre besoins agricoles et préservation des bocages, avec une taille optimale de 3 ou 4 hectares si mes souvenirs sont bons. Pas besoin d'aller au-delà parce que ça n'apporte rien en termes de production et non plus en termes de biodiversité. Donc voilà, des choses à faire sur cet équilibre-là et instaurer ces mécanismes de régulation. Et puis, et surtout, on n'a pas de document cadre du bocage. Alors pour moi, il serait intéressant d'aller vers un nouveau mode de gouvernance. Par exemple, je ne sais pas, faire un schéma du directeur du bocage qui soit annexé au SRADET, qui est un document d'urbanisme, ou bien proposer une loi bocage. Il existe bien une loi littorale et une loi montagne. Pourquoi pas faire une loi bocage? Et tout ça, ça nous permettrait d'articuler des enjeux régionaux, des enjeux locaux et de fixer des grandes orientations qui soient arbitrées via une commission, par exemple. Ça, c'est un travail purement à faire de A à Z. C'est un petit peu peut-être visionnaire, j'espère, qu'un jour, on aura une loi bocage ou un schéma directeur du bocage qui permettra de garantir cette gouvernance-là. Alors, sur la question de l'équilibre entre pratique agricole et préservation des bocages, on a des choses qui existent en Normandie, et notamment le PSE, Paiement pour services environnementaux, qui est animé par le Centre permanent de l'initiative pour l'environnement des collines normandes, le CPIE. Ce PSE, c'est un contrat qui est fait entre les collines normandes, le CPIE, et l'agriculteur. Si l'agriculteur s'engage dans une démarche label haie, eh bien, il est rémunéré via ce contrat, paiement pour services environnementaux. On paye l'agriculteur pour le service qu'il rend à la société en préservant les haies. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, encore un moyen local pour garantir cet équilibre-là entre, j'ai quand même des pratiques agricoles, elles sont là de fait, mais je dois aussi préserver les bocages. Il faut aussi stimuler l'économie de la haie en développant des filières locales de valorisation. On l'a dit, on a des subventions, des aides qui apparaissent pour mettre le pied à l'étrier de l'agriculteur, l'engager dans une première démarche, mais il faut que derrière, une fois que ces subventions-là sont terminées, il faut que l'agriculteur puisse être engagé dans une véritable filière de valorisation. En diversifiant les débouchés locaux. Si tous les agriculteurs aujourd'hui de Normandie se mettent à valoriser le bois en bois énergie, il y aura très certainement une saturation du marché. Donc il faut diversifier tous les débouchés. Des débouchés directs, des débouchés indirects, mais dans tous les cas, il faut qu'ils soient structurés et stables. On peut aussi faire émerger des valorisations de niche. Et là, j'ai un exemple en Bretagne où il y a le développement de cosmétiques autour des essences bocagères. Ça, c'est une valorisation de niche, mais c'est intéressant. Et puis, il faut aussi renforcer les soutiens financiers. Pas sur la plantation, mais recentrer nos efforts
sur la préservation et le renouvellement de l'existant. Je vous ai dit en premier webinaire que 80% de la disparition liée aux haies était due à leur état de dégradation. Eh bien, il faut recentrer les efforts financiers vers cette chose-là, vers la gestion durable des haies, vers le renouvellement et la préservation de ce qui existe déjà, puisque c'est 80% de notre patrimoine bocager. Et puis aussi, il faut garantir la pérennité des subventions en veillant à ce que ce ne soit pas la motivation principale. On ne fait pas de la haie, enfin, on ne gère pas durablement la haie uniquement pour avoir des sous. Donc ça me paraît important et je vous en reparlerai après, justement, sur tout ce qui est l'aspect psychologie sociale de la haie. Alors, sur le développement de filières locales, là encore, je vous ai pris un exemple normand avec le Life Artisan, donc qui est porté par l'Office français de la biodiversité et qui permet de développer tout ce qui est solutions fondées sur la nature. Alors, pour faire simple, les solutions fondées sur la nature, c'est tous les coûts évités que permettent la haie. Par exemple, la haie permet la gestion hydrique. La quantité d'eau, la qualité de l'eau, etc. C'est autant d'économies faites lorsqu'on a une inondation. C'est ça, en gros, en très très gros, des solutions fondées sur la nature. Et donc, la communauté de communes Saint-Gall Suisse normande, en Calvados, accompagne les exploitants agricoles et les propriétaires dans la plantation, mais aussi la restauration et le renforcement des haies existantes, notamment via le développement de plans de gestion durable de la haie. Et Réseau et Normandie a eu la chance de participer à un événement très récemment, là, le 31 mars, Bière et Bocage, qui a permis aux agriculteurs de comprendre ce que c'était que la gestion durable. Et notamment, là, on a vu tout un aspect recépage des haies, c'est-à-dire coupe au ras du sol pour pouvoir permettre la régénération de l'arbre. Encore une chose à faire, faciliter et suivre la transition en renforçant les connaissances et l'accompagnement. Il faut s'appuyer sur des démonstrateurs de proximité. Il y a plein de choses dans tous vos territoires qui se passent, qui sont vraiment chouettes. Et il faut les faire connaître. Il faut permettre aux agents, il faut permettre aux agriculteurs d'aller voir ces démonstrateurs-là, d'aller voir comment ça se passe, de pouvoir discuter avec les gens qui ont déjà fait. Parce que tout le terreau fertile, il est sur vos territoires. Ensuite, engager la gestion durable dans les formations agricoles. Aller former les futurs exploitants à la gestion durable. Les prendre au berceau, comme on dit généralement. Et puis, individualiser l'accompagnement en allant voir les agriculteurs un par un et en s'adaptant à leurs contraintes, à leur motivation, à leur peur aussi de l'AI. Il faut simplifier les démarches technico-administratives. Alors, je vous ai parlé du guichet unique de l'AI qui permet ça, de simplifier ces démarches-là. Attention, simplifier, ça ne veut pas dire réduire, comment dire? C'est pas une simplification en termes de c'est moins bon, c'est une simplification en termes de c'est plus facile. Il faut aussi, à mon avis, centraliser cet accompagnement, pourquoi pas par une structure de coordination. Il existe ce qu'on appelle un programme régional d'action en faveur des mares, le PRAM, qui permet de centraliser de l'information, de centraliser des démarches, d'harmoniser les objectifs, d'assurer une cohérence. Pourquoi pas faire un programme régional d'action en faveur du bocage? Et puis aussi assurer le suivi et le contrôle des actions, à la fois le suivi technique de la haie, mais aussi un suivi socio-cognitif. Quand on va voir les agriculteurs pour essayer de les convaincre, c'est intéressant de savoir quels sont les arguments qui ont fonctionné, quels sont ceux qui ont moins bien fonctionné, pour avoir un retour et puis s'améliorer nous aussi en tant que technicien quand on va voir les agriculteurs. Alors sur ce renforcement des connaissances et de l'accompagnement, Réseau et Normandie intervient auprès d'établissements d'enseignement agricole et en particulier la MFR de Malto pour les BPREA, donc c'est brevets professionnels des futurs exploitants agricoles. Via une UCAR. Donc une UCAR, c'est une unité de formation sur la thématique de la haie. C'est une unité de formation qui dure 2 semaines et Réseau et Normandie est intervenu 2 jours pour pouvoir expliquer comment ça se passe, tout ce qui est autour de la haie, de sa plantation jusqu'à sa valorisation, pour former les futurs exploitants agricoles et qu'ils aient déjà un pied dans la gestion durable de la haie une fois qu'ils vont être installés. Normalement, ça coulera de source. Et puis, je vous ai dit, je voulais vraiment faire un focus là sur l'individualisation de l'accompagnement parce que je pense, c'est la clé et c'est la chose sur laquelle on est les moins bien formés, tous autant que nous sommes. Et il faut vraiment aller voir tout ce qui est levier de motivation. L'agriculteur, il a besoin d'autonomie et de libre arbitre. Les agriculteurs ne se sentent plus forcément maîtres de leurs actions ou de leurs choix. Et donc, ce qu'il faut, c'est leur redonner la capacité de décision avec des outils qui soient flexibles
et avec des options qui respectent leurs préférences ou leurs contraintes. On a aussi tout ce besoin d'affiliation sociale. Il y a une dissociation entre ce qu'ils pensent être, ce qui est, enfin, leur identité professionnelle, et la perception qu'en a la société. Aujourd'hui, on critique beaucoup, enfin, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis du monde agricole. C'est en contradiction avec ce qu'ils pensent de leur propre métier. Et donc, il faut aller renforcer ce sentiment d'appartenance en créant des groupes d'agriculteurs qui se soutiennent mutuellement. Voilà. Se sentir appartenir à un groupe, c'est important, qu'on soit agriculteur ou pas agriculteur d'ailleurs. Et puis, il faut aussi renforcer la compétence. Il y a aujourd'hui une sensation de dévalorisation vis-à-vis de la remise en question de tout ce que les agriculteurs savent, hein. On leur a dit pendant le remembrement, il faut supprimer les haies pour plus de production. On leur dit maintenant, bah non, non, il faut conserver les haies. Voilà, pareil, petite dissociation, donc renforcer leur confiance en eux et puis vraiment valoriser leur savoir-faire parce que les agriculteurs, ils savent faire. Attention, la motivation, c'est pas un processus linéaire. On va avoir des personnes qui vont être très, comment dire? Qui vont être très désintéressées ou, qui vont avoir un intérêt, voilà, mais ils ont toujours une bonne raison de pas changer. Pour eux, il faut vraiment aller voir, faire du retour d'expérience, identifier leurs obstacles et cetera. On va avoir ceux qui, sont très intéressés, mais savent pas comment agir. Bah, dans ce cas, il faut aller les accompagner avec des outils adaptés. Et puis, on a ceux qui sont déjà dans l'action, parfois qui maintiennent déjà leur comportement et pour eux, bah, voilà, il faut mettre en place des outils, de soutien pour pérenniser l'action et là, par exemple, tout ce qui est filière de valorisation et donc je vous ai dit, la motivation n'est pas un processus linéaire. Parfois, on est dans l'action et puis pour X ou Y raison, bah, on passe à un stade motivationnel un peu moins important, parce qu'on ne sait plus comment agir, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est, je pense, des outils de psychologie sociale pour lesquels il faut que les techniciens et les agents se forment pour pouvoir accompagner au mieux les agriculteurs. Synthèse très rapide, le bocage, quel avenir? On l'a vu, on a des dispositifs qui sont perfectibles, qui sont complémentaires aussi. On a une bonne volonté politique et citoyenne, avec plein de choses qui sont mises en place, des actions qui se développent, qui vont répondre aux besoins et pallier au manque de certains outils. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ce qu'il faut continuer à faire, c'est voir, là, je vous ai repris le schéma, du développement durable et je l'ai adapté un petit peu à la haie. On a tout ce qui est environnement, économie et social. C'est tout ça à la fois, qui fait que la gestion de la haie et sa pérennité, voilà, que le bocage sera durable. Donc continuer à promouvoir la plantation, c'est très important, mais surtout renforcer les actions de gestion durable de l'existant. Ça, c'est pour l'environnement. Accompagner et encadrer la transition, plutôt que de vouloir aller à son encontre, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Ce sera avec ou sans nous, à nous d'aller vers eux. Et puis enfin, développer une économie de la haie. Voilà. Et tout ça, ça fera que le bocage sera durable. Mais pour répondre à la question, le bocage normand est-il en péril? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas très optimiste. Ben, finalement, à la fin de ce stage, je me suis dit, bah ouais, il y a quand même plein de choses et c'est vraiment chouette. Alors, je sais pas si vous avez des questions. J'ai pas regardé le temps. J'espère que j'ai pas été trop longue. Marine, je te laisse me dire s'il y a des choses dans le chat. Merci beaucoup, Louisa, oui, pour cette présentation. Alors, en effet, il y a eu quelques questions, mais j'ai pu y répondre. Globalement, vous avez pu avoir accès à l'ensemble du travail que Louisa a réalisé durant son stage l'année dernière au sein de Réseau et Normandie. Donc, ce mémoire de stage pourra vous être envoyé par la suite de ces webinaires. Et puis, pour le rappeler, ces webinaires seront bien sûr mis à disposition en replay sur Internet et sur nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à être en veille à ce sujet. Quant aux questions, on en a eu plusieurs sur le label E notamment. Donc j'ai pu y répondre quant au coût de labellisation par exemple, même si comme tu l'expliquais Louisa, on ne pourra pas rentrer dans les détails de la certification individuelle et de la certification en groupe via les OCG notamment. Mais pour ça, pareil, n'hésitez pas à vous rendre sur le site dédié au label E, sur lequel vous pourrez trouver énormément d'informations et qui ne concernent pas uniquement le label d'ailleurs, qui concerne globalement la gestion durable et les retours d'expérience d'agriculteurs et de collectivités notamment. On a eu également des informations sur la métropole Rouen-Normandie qui rappellent l'importance de favoriser la plaquette bocagère dans l'approvisionnement des chaufferies. Et en ça, je rappelle également le programme et le financement qui est mis en place par l'ADEME, notamment sur cet aspect de valorisation de la plaquette bocagère. Nous-mêmes, nous bénéficions du plan bois normand, donc, qui est porté par l'ADEME et la région Normandie, qui a pour but de déployer le label
sur l'ensemble de la région afin que les plaquettes bocagères labellisées soient mobilisées dans les chaufferies existantes et qui vont venir sur nos territoires. Et Dieu sait qu'il y a énormément de projets en cours. On a encore quelques questions qui arrivent. Comment gérer durablement le bocage avec des chaufferies démesurées, avec une demande de bois assez importante? Je me permets de répondre dans un premier temps. Louisa, tu compléteras si tu le souhaites. Quoi qu'il en soit, le bocage, le bois bocagé, les haies globalement ne pourront pas répondre à l'ensemble de la demande et de cette nécessité d'approvisionnement à l'échelle de la Normandie. Et sans parler de la région Grand Ouest, hein, globalement, avec nos collègues en Pays de la Loire et en Bretagne. Donc, bien sûr, l'idée n'est pas de faire des chaufferies énormes avec un approvisionnement unique en bois bocagé. En revanche, elle a pour but, elle a pour objectif d'être un réel complément de la plaquette forestière. Voilà pour répondre à cette dernière question. Je crois en tout cas que l'on n'a pas oublié. À nouveau, merci à tous pour votre participation. On notera quoi qu'il en soit l'ensemble des remarques et des questions qui ont été posées. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous envoyer des mails au besoin. Quoi qu'il en soit, on reste à disposition. N'hésitez pas à rester également en veille sur nos réseaux sociaux. Nous publierons prochainement l'ensemble des replays. Merci beaucoup à tous et à très vite. Merci Marine, merci à tous.